Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité. Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Et on se pose tous les mêmes questions. Parents pas parfaits, le podcast. Dans ce nouvel épisode de Parents pas parfaits, nous allons parler de l'arrivée du bébé. Et il sera question de sa naissance, des relations et de l'accueil au sein de la maternité. Mais également, on parlera des changements que cela peut occasionner par la suite, car on le sait, ça modifie pas mal de choses dans l'organisation de la vie familiale déjà établie, dans l'équilibre du couple, sur la dynamique familiale en général, son organisation, et on parlera aussi du sommeil. Parents pas parfaits, nouvel épisode, tout de suite, c'est parti. Nous vous rappelons, pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, qu'il est nécessaire de coucher l'enfant sur le dos, dans une turbulette, sur un matelas ferme, sans objet près de la tête de l'enfant. Bonjour Sylvain. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bah moi super, la pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à tous nos auditeurs ? Eh ben Sylvain, 34 ans. Je suis papa d'une petite fille de Margot depuis 10 mois. Puis ça se passe très bien. Avec nous aussi, comme à chaque fois dans ce podcast de Parents pas parfaits, un homme et une femme. Et nous recevons Laurette. Bonjour Laurette. Bonjour. Ça va bien Laurette ? Oui, très bien, très heureuse d'être là. Eh bien merci. Merci à toi d'avoir répondu présente. Est-ce que tu peux te présenter toi aussi du coup ? Donc moi c'est Laurette, j'ai 29 ans et je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Aurore et qui a eu 2 ans fin juillet. D'accord. Et toi ça se passe bien ? C'est par phase. Voilà. Parfait. Et évidemment pour m'accompagner sur ce podcast, Elodie. Bonjour à tous. C'est une belle intro ça. Première question à vous deux. On va faire, je vais d'abord commencer par Sylvain et ensuite toi Laurette. La première question c'est, est-ce que pour toi Sylvain et dans ton couple en général, est-ce que ça a été compliqué avant, pendant et après ? Parce que là tu nous as dit, juste en intro, tu nous as juste dit qu'après ça se passait super bien. Mais il y a eu un avant, tu sais. Avant la rencontre ou Oui, bon on va remonter au lycée. Non, avant, c'est-à-dire parce que vous avez... Est-ce que ça a changé des choses C'est un projet commun. Voilà. Oui, non, mais après ça a été réfléchi pendant plusieurs mois. Enfin, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Donc avec Adeline, on en avait envie tous les deux. Donc après, on n'a pas eu une grosse pression parce que c'est venu assez rapidement. Au bout de quelques semaines, on a eu la bonne nouvelle. Il y a une grossesse qui s'est bien passée. On a eu un ou deux de coups de flip, coups de stress, notamment à cause de la trisomie, où il y avait un risque un peu plus fort. Tu te poses des questions, tu sais pas jusqu'à parce qu'on a dû avoir une prise de sang complémentaire. À part ça, c'était très bien. Non, si il y avait eu, elle s'est pas retournée et Adeline ne voulait pas de césarienne et du coup elle a été obligée de passer en césarienne parce qu'elle elle avait le cordon autour du cou. Du coup, on n'a pas pu, elle ne pouvait pas se retourner. Donc c'est vrai que ça l'a un peu déstabilisé. Gêné. Elle en voulait vraiment, elle en voulait pas, quoi. Donc c'était pas un choix. Donc elle avait dit césarienne, j'en veux pas, et finalement on lui a imposé du coup au final. De toute façon, elle n'avait pas le choix. De toute façon, même si elle serait venue par elle se serait déclenchée, on aurait été obligé de passer en césarienne d'urgence et ça aurait été peut-être encore pire que ce qui a de l'avoir programmé. Ce qui a été vraiment difficile à vivre pour Adeline, c'est cette césarienne. Parce que pendant 2-3 heures, elle était éloignée de Margot. Moi, j'ai vécu, c'était super. Parce que je l'ai eu pendant 2 heures sur moi. Donc en termes de contact, c'était vraiment bien. Vraiment sympa. Par contre, elle l'a vu 10 secondes, elle est repartie. Donc c'était assez dur. Donc vraiment, le changement-là était... L'accouchement était, je veux dire... césarienne, tu pars, une demi-heure après, t'as le bébé, t'as moins d'émotions, je pense, un vrai accouchement. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Après, on est resté 3-4 jours et puis hâte de rentrer pour être chez toi. La première nuit, je l'ai prise avec moi tout le long. On entendait beaucoup de bébés pleurer. Elle pleurait juste quand elle avait faim. Donc déjà, c'était super. Ouais, j'imagine. Donc pour toi, plutôt petite tempête que gros tsunami, l'arrivée de Margot ? Ah oui, on était préparés. Elle a une grossesse quand même aussi vraiment cool. Pas de stress. On a essayé de faire le maximum de choses qu'on faisait d'habitude jusqu'à septembre, il me semble. Donc faire du vélo, des choses comme ça. On a essayé de faire le maximum, de ne pas changer nos habitudes tant qu'elle pouvait. Après, forcément, tu fais moins de choses les dernières semaines. On a vraiment, tout était à peu près, la chambre, on était, je pense, bien armés. Vous avez bien anticipé, quoi. Voilà. Donc déjà, c'est un gros plus, quoi. Et toi, Laurette, alors ?
Et ben moi le avant ça a été long. Alors long, tout est relatif, hein, mais quand on attend de tomber enceinte, c'est vrai que tout peut paraître long. On a attendu pratiquement 1 an. Ça n'a pas été l'occasion de tension, au contraire ça nous a renforcé dans notre couple, donc ça c'était plutôt chouette. La grossesse, il y a eu vraiment 2 temps. Il y a eu le premier trimestre où moi j'ai fait une dépression prénatale que je n'ai pas identifiée et où ça a été très dur pour mon mari parce que voilà, clairement il l'a verbalisé récemment qu'en gros il a vécu avec un zombie pendant 3 mois. Alors attends, on va faire une parenthèse du coup, parce que même moi je l'ignore, c'est quoi une... Eh ben, on parle beaucoup de la dépression postpartum, qui est une dépression Après liée aux hormones et qui arrive après l'arrivée de bébé. La dépression prénatale, c'est pareil, c'est lié aux hormones, mais ça arrive pendant la grossesse, ça peut arriver à tout moment de la grossesse, principalement dans le premier trimestre en général. Moi, ça a vraiment duré sur tout le premier trimestre où, en gros, je ne supportais pas d'entendre parler de ma grossesse. Alors ça, c'est embêtant ça, parce que du coup, tout le monde t'en parle mécaniquement. Oui, et puis comme je suis tombée enceinte au mois de novembre, on avait décidé d'annoncer de façon un peu prématurément aux familles en se disant que voilà, Noël, ça pouvait être un moment sympa pour l'annoncer autour de nous. Et moi, je me disais, peut-être que ça va m'aider à me réjouir, à me projeter, etc. Ouais, ça n'a pas aidé quoi. Ben non, et puis du coup ça me faisait énormément culpabiliser parce que du coup je me disais mais j'ai voulu ce bébé pendant presque 1 an. Et je suis presque pas heureuse en fait qu'il arrive. Il est là et clairement aujourd'hui j'en suis à me dire que je n'en veux plus et je ne comprenais pas pourquoi, mon mari ne comprenait pas pourquoi. La simple évocation de ce futur bébé à naître me donnait des nausées, donc c'était des maux physiques aussi. Ah mais c'est, alors, tu vois, moi j'apprends là pour le coup un syndrome que je connaissais pas du tout. Vous pouviez avoir ça avant. On n'en parle pas beaucoup. Bah non, carrément pas. Et moi, je l'ai découvert grâce à l'application Bébé Plus que beaucoup de femmes ont. Pour suivre un peu. Voilà, pour suivre l'évolution. Et c'est un article qui parlait de ça et il listait un peu les symptômes clés. Je le lis et je le montre à mon chéri et il me dit mais t'es 100% dedans quoi. Et du coup, il y a un côté je déculpabilise, mais il y a aussi mes connaissances autour de la maternité qui me font dire que tout ce que j'ai ressenti d'hyper négatif, bébé l'a ressenti. Donc voilà, je reste quand même sur cet entre-deux de me dire. Ah ouais, du coup, tu te dis, ça cool. se trouve, il a ressenti tout ce que j'ai. C'est ça. Ouais. Et puis, les échos, j'avais pas pleuré, j'étais pas du tout dans l'émotionnel. Enfin, j'avais vraiment une grosse distance en fait avec cette grossesse. C'est simple, janvier, donc ce qui coïncidait à la fin de ce premier trimestre. Ce qui m'a fait comprendre que je sortais de cette phase-là critique, c'est que j'ai rigolé pour la première fois depuis 3 mois. Et on s'est fait la réflexion avec mon mari de me dire, waouh, tu viens de rire quoi. Et ensuite, on a fait l'écho du 3e mois et j'ai vu un vrai bébé. Voilà, le 3e mois, on voit quand même que ça ressemble à un vrai bébé, même si c'est tout petit. Et là, j'ai été prise d'émotion. Moi, je le dis comme si j'étais sortie de ce brouillard hormonal qui m'empêchait d'être dans une forme de joie et de réjouissance. Et ensuite, la 2e phase de cette grossesse, ça a été une grossesse confinée, puisque du coup, voilà, sur l'année 2020. Et donc, je suis restée à la maison avec mon chéri à partir de février. En fait, j'ai été en télétravail très tôt. Et du coup, on a eu vraiment notre bulle, tous les 4, parce qu'on a un chat et qui a important le chat. Voilà aussi dans cette aventure qu'on a préparée aussi à l'arrivée de bébé. L'arrivée de ma fille, l'accouchement s'est bien passé, ça a été long. Moi je voulais un accouchement physiologique, je m'étais préparée pour ça et les équipes au CHU ont été incroyables. Alors donne la définition d'un accouchement physiologique du coup pour les gens qui ne savent pas. Alors un accouchement il peut être physiologique sur plein de critères. Moi le critère principal c'est que je ne voulais pas de péridurale, par beaucoup de peur mais aussi par une croyance très forte de on est faite pour normalement enfanter, de base donc voilà, j'avais tout écrit mon projet de naissance. Certaines appellent ça du courage tu le sais. Donc voilà, après j'ai été confrontée à de longues heures de contraction, plus de 40 heures de travail. On a notre championne pour l'instant, c'est on n'a pas eu plus 40 heures pour l'instant t'es la meilleure. 42 parce que 2 heures c'est important. Ça compte. Au bout de 40 heures, 2 heures ça compte clairement. Ouais, clairement. Donc voilà, j'ai été extrêmement bien accompagnée. Mon mari s'est senti pour le coup très démuni parce qu'on s'était préparé avec l'aptonomie et la réalité fait que je ne supportais pas qu'on me touche le ventre. Oui, alors là c'est le jour de l'accouchement. Donc il s'est retrouvé vraiment démuni à pas savoir comment m'aider. On m'a apporté un nouvel outil qui était le chant prénatal que je ne connaissais pas, que j'avais pas pratiqué mais qui m'a beaucoup aidé. Alors le chant prénatal c'est on chante. De faire des vocalises en fait assez graves en termes de fréquence pour canaliser en fait la contraction. Et c'est toi qui fais les vocalises alors. Ouais. Je te demande pas une démo. Non, voilà, on va éviter. C'est tentant. Surtout que j'ai eu beaucoup de mal à me l'approprier, mais c'est à base de, voilà, des sons comme ça, assez graves. Si je trouve, c'est un podcast donc c'est enregistré, donc si je trouve des chants prénataux, je mettrai un extrait pour montrer. C'est super intéressant. Moi, j'avais un gros a priori là-dessus, j'avais entendu parler et puis je m'étais pas questionnée. Et quand ils ont fait venir une sage-femme pour m'accompagner, parce que vraiment
moralement, je commençais à vraiment galérer, de me dire ça fait 35 heures que j'ai des contractions, je suis à 3. Voilà, parce qu'on revenait toutes les 3 heures. 3 cm du coup. 3 cm, madame. Ah, vous êtes à 3,5 au bout de 10 heures. Enfin, bon. Donc voilà, elles ont mis plein d'outils en place pour m'accompagner. On a dû rompre la poche des os, voilà, après discussion avec la sage-femme pour accélérer le travail. J'ai quand même eu le droit au gaz, qui est le protoxyde d'azote, qui est aussi appelé le gaz hilarant et qui est super en termes de gestion de la douleur et qui est un gaz volatile, donc qui normalement, si je dis pas de bêtises, ne rentre pas dans le sang, ce qui fait que le bébé n'est pas impacté. Donc ça collait aussi avec mon souhait de pas être surmédicalisée. Ça t'a fait rire? Pas du tout, en fait, j'ai un côté claustro et du coup, j'arrivais pas. Il y a rien qui va dans cet accouchement, les gars, faites-moi rigoler. Non, mais j'arrivais pas à respirer correctement dans le masque et ça peut soit faire rire, soit faire partir en bad trip sévère. Elle m'avait prévenu. C'est vrai. Et moi, des fois, j'inspirais trop de gaz d'un coup et en fait, t'es partie en bad trip? Non, je partais dans les vapes limite. Okay. Donc bon voilà. Et puis donc ma fille est arrivée. Les heures qui ont suivi ont été super. On a eu presque 4 heures tous les 3 en fait dans la salle nature du CHU à profiter d'être ensemble. Alors moi, honnêtement, j'ai plus ou moins profité parce que j'étais extrêmement épuisée physiquement, moralement. J'étais obsédée par 2 choses, bouffer, me doucher. Voilà. Ouais. Et j'avais du mal et je leur disais mais j'ai faim, donnez-moi quelque chose à manger. Mais bon, il y a les 2 heures là où il faut faire attention. Ça faisait quasiment 48 heures que tu n'avais pas mangé quoi du coup. Plus, ouais. Après le séjour à la mat a été extrêmement les mecs, prenez-en de la graine. Ouais. C'est sûr que nous pas mangé, pas dormi. Voilà. Ah, moi je me suis fait un petit Burger King. Ah oui, il allait chercher un Burger King aussi. Elle était dans les vapes, la mienne, donc je dis je vais te laisser une petite heure, je vais me faire un Burger King, c'est juste à côté. Égoïste. Ah ouais. Non, mais moi je lui ai dit. Alors je suis un égoïste. Non, je blague. Je suis un égoïste sur 27 heures dans la salle sur une chaise où on te fait des prises de sang où t'es mal installé. C'est du second degré, ça va. Je suis un petit peu emporté. Calme-toi. Donc voilà, séjour à la mat archi difficile parce que canicule, parce que pas de clim, parce que fenêtre qui donne sur côté héliport. C'est très sympathique cet hélico qui décolle toutes les 10 minutes. Voilà, et en vrai, un personnel, alors pas au niveau des sages-femmes et des infirmiers qui pouvaient passer, mais les internes en pédiatrie, pas du tout dans l'humain quoi. Ah. J'ai dû rester plus longtemps en plus, donc je suis rentrée le lundi soir, je suis rentrée à la maison le dimanche midi, donc j'ai trouvé ça très très long, sachant que j'allais bien mais ma fille ne prenait pas assez de poids. Alors mon mari leur disait mais elle se déshydrate en fait, il fait 35 degrés dans la chambre. Voilà, c'est pas qu'elle se nourrit pas. L'interne en pédiatrie m'a dit alors que je pleurais toutes les larmes de mon corps en leur expliquant qu'à un moment donné je ne pouvais plus prendre soin de ma fille parce que je n'étais plus en état et que j'avais besoin de rentrer chez moi. En plus période Covid, mon mari ne pouvait pas rester, donc il venait de 14h à 18h, je devais gérer les nuits etc. C'était extrêmement difficile. Pas de bienveillance du coup. Et en fait elle m'a dit mot pour mot si vous sortez aujourd'hui avec votre fille, vous aurez la responsabilité de sa mort sur les bras. De violence. Et par contre, ça a été hyper moi c'est vrai qu'à Valmy par contre ils étaient top quoi. Ouais, toi t'étais. Après voilà, il y a vraiment qu'au niveau des internes en pédiatrie où j'ai été choquée aussi de leur. Alors voilà, elle prenait ma fille en disant c'est pas ils sont pas en sucre machin, mais moi c'est mon premier bébé. Après le truc aussi, c'est professionnel dépendant. Après nous c'était le Covid aussi à Valmy et moi j'ai pu rester dormir. Oui, mais vous avez pris la chambre à 250. Non, je crois 100. Après, moi j'étais en 148, 180, je crois. Parce qu'il y a 3 forfaits. Mais en effet, c'est pas remboursé pour tout le monde. Après, moi j'étais vraiment entre les 2 confinements, donc sur la période vraiment très critique. Parce que tu vois, ma fille elle a 2 ans aujourd'hui. Ouais, mais moi j'ai Emeric, quand il était au CHU, il pouvait pas rester dormir. Ouais. Et au Valmy, voilà, ça c'est pas normal. Et j'ai dû. Adeline, vous énervez pas. Adeline ne sait pas comment elle aurait fait si j'avais pas été là. Bah oui, c'est ça. Avec une césarienne, tu peux pas. Et moi je les ai questionnés en fait. Pas tous en même temps. Je les ai questionnés au CHU en leur disant mais factuellement comment font les mamans de jumeaux et comment font les mamans qui ont une césar. La sage-femme, voilà, démunie, qui fait comme elle peut, me dit les mamans avec césar se débrouillent comme elles peuvent. Et elle me dit les jumeaux, on vient d'en avoir, le papa exceptionnellement reste. Et moi j'ai négocié, il y a un moment donné je pouvais plus, je leur ai dit c'est soit je peux rentrer chez moi avec ma fille et on revient tous les jours, je dirais pas de souci, soit mon mari reste, soit vous prenez ma fille en fait. Et elle m'a dit non, on va mettre un lit à votre mari. Mais voilà, le pendant après a été, comme je disais sur ma parentalité, par phase. Voilà, des très hauts, des très bas. Mais c'est vrai que la période de confinement a été hyper compliquée pour tous ceux qui ont eu des enfants à ce moment-là. Les papas qui peuvent pas rester. Notamment pour les pères. Ouais, pour les pères, quand même mis de côté. Mais même, je pense que le discours aussi du personnel soignant était un peu différent. Ils étaient un petit peu plus stricts sur des choses
pour lesquels en Ouais, il y temps avait normal. beaucoup de peur, je pense. Ouais, Au plus- niveau de l'hygiène, tu parles Ouais, ou de la prévention, mais sortir ce type de phrase, si vous sortez maintenant, vous aurez la mort de votre enfant, tu vois, s'il se passe quelque Sur chose la sur les bras. conscience, ouais. Je sais Tu pas peux, si oui. c'est lié au Covid ou pas, ça. Je pense que. Alors j'en ai discuté avec les sages-femmes parce que vraiment, moi j'ai été choquée de ces propos. C'était une et- interne en pédiatrie. Ouais. Alors, Enfin, en question, maternité. j'ouvre une parenthèse, mais comment on arrive à voir des internes en pédiatrie et des gens. Comment on arrive à faire le distinguo? Alors moi du coup j'ai posé la question si la personne qui était venue à ce moment-là était diplômée pédiatre ou pas. Après il y a aussi le physique, enfin l'âge, même si ça veut pas toujours dire quelque chose, le physique, mais tu vois aussi au physique de la personne que c'était quelqu'un de très jeune. Vous avez pas. Après, normalement, c'est noté sur sa blouse. C'est-à-dire que alors il y a peut-être une j'ai pas fait indication. attention, mais par contre la sage-femme a confirmé que c'était bien une interne à pédiatrie et m'expliquait qu'effectivement ils sont à fond dans leur connaissance médicale et théorique. que ça laisse assez peu Pas de trop dans place l'empathie. pour l'empathie et le relationnel. Ou alors, elle a peut-être raté la personne a raté le cours de la psychologie aussi. Faut bien parler Alors, aux gens. l'idée, Ouh, le c'est pas baby de tailler blues, les tout ça. médecins, Non, non, parce non. qu'il y en a qui nous écoutent. Non, on les taille pas. Non, mais on les taille pas, mais c'est vrai qu'il y a oui, des mots. oui, Enfin, oui, c'est oui, pas mais la là, Non, première mais il y a fois. des choses à pas dire à Le- une maman qui vient d'accoucher, qui en peut plus et qui Bien demande sûr. qu'un truc, c'est de rentrer à la maison et d'avoir le soutien de son mari. Mais le cursus est en train de changer. Il va y avoir de plus en plus de cours justement sur tout ce qui est relations Sur comment relations parler. d'aide, Ouais. comment s'adresser, comment communiquer. Parce que tu as beau avoir des connaissances hyper précises théoriques, l'important pratique, c'est pas la dans même. la relation que tu crées avec un patient et l'offre de soins que tu lui donnes, c'est avant tout la base, en tout cas, pour bien faire passer des messages, la relation d'aide et la communication bienveillante. Donc, t'as beau être le super médecin avec des top connaissances, ce qui est primordial aussi, si t'as pas un minimum d'empathie et de bienveillance, ça colle pas. Mais vous aussi, dans vos accouchements, enfin, pas le tien, Ah, c'est moi, vrai. j'ai pas eu toi, Mais toi, si, c'est mais- le sien aussi. Ah, c'est le sien. C'est ouais, le ouais. sien Mais il y aussi. avait beaucoup de monde dans la salle d'accouchement, vous aussi? Je peux pas te dire, c'était une césarienne, j'y étais pas. Mais J'ai pas eu le droit T'as pas eu le droit. d'assister parce que c'était justement le Covid et du coup, Ouais, j'ai voilà. dû rester à part. T'as Et ça, pas trop. ouais. C'était pas difficile pour toi? T'as le L'attente. temps qui est quand même Mhm. un peu long, mais comme je te dis, ça dure une demi-heure ou trois quarts d'heure. Après, on est resté à Valmy parce que c'était la gynéco qui la suivait et puis qui l'a accouchée aussi. Donc comme ça, voilà, elle avait tous les éléments, elle savait exactement ce qui se passait. Mais si t'avais pu assister. moi j'ai arrêté si j'aurais pu. Mhm. Enfin, je me serais mis à côté d'Adeline pour. Mais oui, je serais. Non, de l'autre côté, avec j'aurais une voulu. GoPro sur le front en main. Alors, nous sommes actuellement en train de voir la J'avais tête. filmé l'avant, je filmais Ah bah, l'après. il y a des hommes qui se mettent devant. Ouais, mais moi j'étais au-dessus. Donc j'ai bien vu tout. Bah, t'étais Mon pas Dieu. obligé. Hein. Bah non, j'étais pas obligé, mais alors, un choix. la J'ai insisté. curiosité. Il y a un peu de curiosité dans le truc en fait. Je pense que quand on est père, on se dit bon, on va aller jusqu'au bout des 9 mois et voir un petit peu ce que ça donne lorsque ça sort quand même. Parce que bon, Comment il est fou le corps de la femme. et c'est où j'allais en venir. tu Ah, vois. excuse-moi, vas-y, continue. Voilà. Parce que- Et c'est là que tu te dis, et c'est ce que je dis à chaque fois, faire sortir une pastèque par un truc où normalement on passe une balle de golf, c'est assez balèze. Parce que c'est hallucinant. Vive la Pour poésie la, de Romain. pour la balle de golf, je parle pour toi. Ah, les mecs. Bon, ok. Ça vous euh, quitte Même jamais ça vraiment. compare. hein. Non, mais c'est impressionnant et le corps est vraiment très très Ouais, bien c'est fait. bien fait. Parce que là, tu te dis que quand même, waouh. Sylvain, du coup, Je les ai écrits là, si besoin. qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Ta fille a 10 mois. Après les premières semaines, l'adaptation, qu'est-ce qui a le plus changé pour toi avec ta vie d'avant? Et qu'est-ce qui est le plus difficile? S'il y a des choses difficiles, mais Aussi. peut-être des choses auxquelles tu as dû renoncer quand même. Ce qui a le plus changé, c'est qu'on pense plus À soi. en premier. Voilà, Ouais. on pense à la petite, ses besoins, ce qu'il faut emmener à chaque fois qu'on se déplace. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à emmener. C'est surtout ça. En fait, si tu penses plus à toi, à ton petit confort ou tes petites habitudes, voilà, c'est Margot qui passe en premier, qui a la primeur sur tout. Voilà, tu t'adaptes à elle. Un enfant roi, quoi. T'es bien obligé quand même de t'adapter à elle, et puis Bien sûr. conserver son rythme, etc. quoi. C'est surtout ça, essayer de pas la bouleverser dans ses petites habitudes. Après, on a une chance extraordinaire, c'est qu'elle dort partout, on peut l'emmener partout, elle est pas Ça y est, il mal à la m'énerve. voiture. Ça y est, il m'énerve. Ah, Il m'énerve. je comprends qu'il t'énerve. Elle est extraordinaire. Enfin, moi, on est super content. Moi, après, Évidemment. Papa très difficile. objectif. Fais un deuxième, Toujours. fais un deuxième. Mais là, ça ne. Ça ne saurait tarder. Il y en a, si tu veux, le premier, oh bah non, le deuxième, pas tout de suite, ça a été dur, etc. Là, Et quand ça se passe bien, tu te dis bon, bah allez. tu nous dis, bah un deuxième, bah oui, pourquoi Comme pas, elle. quoi, pas de souci. La difficulté, c'est si on a un petit monstre. Là, par contre. Ça sera pas la même mayonnaise. Là, tu pensais pas déjà à toi, tu vas voir. Là, ça va pas être la même. Ça va vraiment être dur. Après, en difficulté, on a eu le premier mois où elle était décalée, où elle dormait pas jusqu'à 3-4 heures du matin. En fait, elle dormait après, mais sinon. Après, on l'a emmené chez l'ostéo, puis on a fait beaucoup de changements en fait. Au début, on a essayé de la faire dormir avec nous. On avait un couffin,
Elle n'a jamais voulu dormir dedans, donc on a essayé plusieurs trucs à changer. On l'a emmenée chez l'ostéo, on avait fait quelque chose, on l'a mis sur son coussin de grossesse d'Adeline. Du jour-là, elle a dormi, elle a fait ses nuits, donc 21h, 20h, 21h, 8h, ça change, ça change la vie, quoi. Ah bah oui, t'as une vie sociale du coup. Voilà, c'est sûr que voilà. Dans nos habitudes, on a essayé de conserver tout ce qu'on faisait, donc aller voir la famille, se déplacer, le sport. On a essayé de conserver le maximum de choses et pas tout changer. Après, c'est parce qu'on est petite cool, parce que quand tu dors pas, c'est pas pareil. Hein, Laurette, au bout de 2 ans, alors du coup, je dis pas qu'elle dort pas, c'est pas ce que je dis. Du coup, pas de difficultés notables? Oh si. Le plus facile à gérer, c'est notre couple. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parents, je pense. On entend beaucoup parler du baby clash dans le couple. Nous, on a réussi à... Bon, après, on se connaît depuis 12 ans, donc je pense que ça aide aussi. Mais on a réussi à rester solide, à se préserver des temps à deux, même s'ils étaient très courts et que ça se réduisait, par exemple, à une douche partagée. Enfin, vraiment de garder des temps de proximité. Une douche partagée. Voilà. Tu vois bien, postpartum, toi-même, tu sais. Une douche partagée. Bah, frotte-moi le dos. Ouais, bien compris. Ouais. Ah, j'ai fait tomber le dop. Donc voilà. Mais pour autant, là, on a fait notre première sortie en ayant une babysitter qui est venue à la maison pour s'occuper de notre fille pour fêter nos 4 ans de mariage. Ça, c'est arrivé quand, du coup? 15 jours. C'est la première fois que vous sortiez? C'était la première fois qu'on sortait soirée. tous les deux en soirée, en semaine, comme ça, pour nous. Mais après, on n'en ressentait pas forcément le besoin, puisqu'on s'est préservé des temps comme ça, une fois que notre puce, elle dormait, de discuter, échanger. Donc, par contre, là, c'est là que je me dis, par contre, on est peut-être de mauvais parents, parce que nous, au bout de 4 mois, on l'a laissé pendant un week-end à mes parents. Non, c'est chacun. Il n'y a je pas pense de que mauvais c'est parents, vraiment, chacun fait comme il veut. Nous, comme elle Pas a de été parents gardée. parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Oui. Nous, elle a été gardée, c'était pas ça, parce qu'on a fait un mariage par exemple, elle a été gardée, elle avait presque 1 an, mais voilà, c'était pas, si tu veux, une soirée pour nous deux, quoi. Voilà, on a fait des sorties mariage, des événements, des choses comme ça. Après, sur le reste, moi, les 2 gros bouleversements, ça a été moi la question pro. Ma vie pro a complètement changé. Il y a eu une grosse matrescence là pour le coup, vraiment où j'ai remis en perspective tout ce que je souhaitais pour ma vie de famille. Tu sais, Romain, ce que c'est que la matrescence? Je vais venir. J'allais t'apprendre plein de choses en fait. C'est la question il est que là j'allais- pour ça c'est aussi. la question que j'allais poser après. Ouais, en fait. je sais, tu vois, La je te connais bien. matrescence a été notamment mis en lumière par Clémentine Matrétance. Sarla, voilà, qui fait le podcast La Matrescence. C'est la notion de la naissance d'une mère, en fait. C'est-à-dire que quand tu deviens mère, tu changes à tout ton point de vue et tu renais et sur plein de points. Et moi, je l'ai vécu donc au niveau pro, ce qui arrive quand même souvent pour les femmes de remettre en question leur vie pro, où du coup je me suis mise à mon compte sur la parentalité, ce qui n'était pas du tout mon métier avant parce que j'étais dans le marketing, donc rien à voir. C'est marrant parce qu'il y en a, c'est arrivé pendant le Covid où ils se sont dit j'ai changé de boulot, tout ça. Toi, c'est quand t'es devenue maman. C'est ça. Ça arrive souvent. Et la deuxième matrescence, moi, ça a été le rôle de mère, en fait. Moi, clairement, la question du deuxième, c'était... ça me tendait physiquement quand on parlait d'un deuxième, et parce que je m'étais projetée sur un rôle de mère que je croyais connaître. Parce que moi, j'étais typiquement, tu vois, la nénette où ça passe super bien avec les enfants, qui adore être avec les enfants, où il y a un vrai aussi pas mal de feeling, choses. où je m'étais effectivement beaucoup renseignée, beaucoup documentée, et où il y avait un vrai épanouissement en présence d'enfants. Et du coup, j'ai été aussi beaucoup bercée par oh là là, tu serais une mère géniale, t'es faite pour être maman, des trucs comme ça. Donc la maternité, c'était un goal, quoi, vraiment. Et T'es devenue mère. je suis devenue maman, et là, tsunami en pleine gueule, parce que je me rends compte que je déteste la personne que je suis en tant que maman. Je déteste le rôle que ça Tu parles au implique. présent là, du coup, c'est Ouais. actuellement. Alors j'ai avancé sur tout ça, mais vraiment démarrage, en au tout démarrage, et vraiment j'ai détesté ce rôle-là de me dire mais c'est pas ok pour moi en fait, et je me suis abandonnée en plus dans ce rôle-là par cette envie de faire de mon mieux, de trop répondre bien à faire. cette image qu'on m'avait collée de future mère parfaite. Et j'ai Arrêtez de donner des conseils. J'ai fait un épuisement parental, clairement, un jour où j'ai pété un câble. J'ai perdu le contrôle, vraiment. Je suis partie me mettre en danger, en fait, parce que je n'arrivais plus à gérer. Ma fille avait 6 mois, je l'allaitais et je me suis vraiment laissée dépasser par tout ça. Aujourd'hui, je suis plus dans cette forme de regret maternel, de me dire vraiment, j'aurais préféré ne pas devenir mère par rapport au rôle que ça implique d'un point de vue sociétal. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans parce que j'ai bien avancé, parce que ma fille grandit, parce que moi je grandis aussi avec elle. Donc voilà, je me suis réconciliée avec l'idée d'un deuxième parce que je vois ce qu'on arrive à mettre en place avec ma fille et je me dis qu'on s'en sort plutôt bien. Je suis assez fière de la famille qu'on construit tous les trois. Mais c'est vrai que ça a été très très dur au démarrage et je pense, et c'est ce que j'essaye du coup de partager aux familles que je reçois aujourd'hui dans
dans mon travail, de leur expliquer que tout ce qui a été véhiculé avec l'éducation positive et bienveillante, c'est vrai, c'est des grosses prises de conscience importantes sur le développement neurologique de l'enfant, etc., l'attachement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais attention, c'est très culpabilisant. Souvent, on a très peu d'outils associés à ces observations et on se retrouve très vite démunis à jongler entre l'éducation que nous, on a reçue et celle qu'on projette et que la société aujourd'hui normalise. Voilà, c'est dur de trouver un équilibre au milieu de tout ça. Donc, ouais, je rebondis sur ce que dit Laurette. Il y a une différence entre le rôle prescrit, sociétalement parlant, par un modèle peut-être que on peut penser dominant aujourd'hui, avec en effet l'avancée des neurosciences, de la bienveillance, et puis le rôle vécu au quotidien par les parents avec leur histoire. Et c'est vrai que autant il faut prendre certaines choses, autant il y a peut-être des choses où il faut se dire qu'il faut prendre un petit peu de recul et se fier parfois à son instinct, ce qu'on ressent au fond de soi parfois, parce qu'on peut avoir cet instinct qu'on va gommer avec ses connaissances, ses théories et ces choses-là. Et c'est peut-être pas toujours bon. Les gens qui ont des enfants ou pas d'enfants, arrêtez de donner des conseils aux autres. Parce qu'on n'a pas les mêmes enfants, on n'a pas le même vécu, c'est ce qu'on dit. On ne perçoit pas les choses de la même façon et on ne peut pas appliquer un filtre à quelqu'un qu'on s'applique soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même prisme, donc du coup on voit pas les choses de la même façon. Ça aussi, c'est quand t'as un enfant, arrêtez de nous dire et c'est pour quand le deuxième. Et ouais, hein, moi ça c'est de là. Ça c'est un truc je ne comprendrai jamais. Ces gens qui ont la mémoire courte, je pense. C'est des gens qui ont eu 2 enfants déjà, donc parfois ça a été une grosse tanasse parce qu'ils dorment pas depuis des mois. Je me sens pas du tout concernée. Non, mais non en plus pour le coup non. Mais c'est vrai que déjà justement ils veulent plus être seuls dans la galère. Non mais tu te demandes c'est pas un peu ça. Au secours. Moi, je te lève une question. Est-ce que c'est pas lié aussi beaucoup à toutes les idées reçues sur l'enfant unique ? Ah ben, tu vois, je pense que c'est aussi ça, c'est de se dire, mais carrément. Attends, le modèle, il faut pas qu'il y ait qu'un enfant, ou là, ça va être un Tanguy, ou je ne sais quoi, les clichés qui sont véhiculés. Puis la famille américaine, ça vient de tout ça, ça vient de la famille un peu idéale, avec 2 enfants. Enfin, tu vois, ça fait partie des normes un peu sociétales. C'est véhiculé par la société aussi. Toi, t'as des frères, sœurs ? Moi, j'ai un frère. Et toi ? Ouais, je suis l'aîné d'une famille de 3. Ok, Elodie ? 3 enfants, pareil. Et moi, je suis fils unique. Ouais. Et le truc, ce que ça fait. Hein. Non, mais le truc, c'est que. Voilà, après, je pense que ça dépend aussi comment tu as vécu avec tes frères et sœurs. Mais oui. Non, mais le truc, c'est que. Non, mais en fait, c'est des répercussions d'être fils unique parce que j'ai dit à ma compagne 1 ou 2 fois, j'ai dit, ouais, c'était avant qu'on ait notre fils et même après, où j'ai dit. C'est pas que j'ai souffert d'être seul, mais c'est que tu te construis pas de la même façon quand t'es une fratrie ou quand t'es seul, quoi. C'est normal. Certainement. Et tes parents ne t'élèvent pas de la même façon, très clairement. Et donc j'ai dû à un moment donné planter la graine de ça. Ça a développé une idée de tiens, si on en faisait un deuxième. Bon, on commence à revenir un petit peu sur sa position parce que ça a tellement été une galère que très clairement on commence à revoir un petit peu le niveau. Du coup, toi, ça te dérangerait que ton fils soit fils unique ou pas ? C'est tout le truc, c'est de se dire est-ce que tu éduques un enfant de la même façon quand il est seul ou à plusieurs ? Est-ce que tu vas mettre le mot moyen n'est pas bien utilisé, mais est-ce que tu vas mettre les mêmes moyens dans l'éducation d'un ou plusieurs ? Est-ce que avoir un fils unique, tu vas ce que je vais dire est horrible, hein. Mais c'est pour être pragmatique. Mais est-ce que tu vas lui payer de meilleures études que si t'en as 2, quoi ? Ouais. Tu vois ? C'est pareil quand quand j'ai eu un enfant, le but, c'est pour ça que je l'ai eu tard, hein, très clairement. Moi, je l'ai eu, j'avais 40 ans. C'est de se dire, je voulais pas avoir d'enfant plus tôt parce que je voulais avoir de l'oseille de côté, je voulais avoir une situation professionnelle stable. J'ai trop connu moi des potes qui ont eu des enfants très tôt et où ça a été une galère sans nom parce que t'as pas assez d'argent, parce que c'est dur de l'éduquer, parce que t'es en train de te construire professionnellement parlant. Tu peux avoir d'autres objectifs dans ta vie, tout ça. Après, on met tous des valeurs, enfin, on a tous des valeurs différentes. Donc, il y a des gens qui vont avoir la valeur argent comme une stabilité. Mais j'ai répondu parce que tu m'as posé la question à moi, c'est bon. Ouais, non, mais d'autres pas du tout. Bien sûr. Tu vois, donc je pense que ça dépend de ça aussi. Et d'autres qui vont mettre la valeur, par exemple, comme tu disais, quand tu as une fratrie, la valeur famille, fratrie en premier lieu, en se posant la question en deuxième lieu de les études. Tu vois, et donc je pense que ça dépend aussi de qui tu es, de ton histoire. Je pense que c'est des choix vraiment très personnels ou pas. D'ailleurs, c'est peut-être influencé par. Et puis les enfants uniques, je pense aussi que être enfant unique ne veut pas dire être seul en fait. Bien sûr. Je pense que voilà, si t'es un enfant unique et que t'es entouré quand même, que t'as des amis ou des cousins avec qui le tu club Dorothée. Des liens forts, je pense que tu vis pas cette même sensation de solitude que certains peuvent vivre effectivement en étant enfant unique. Et puis tu peux aussi avoir des frères et des sœurs et être seul. Être très seul, c'est ça, clairement. Hein. Oui, puis à l'âge adulte, on voit que toutes les fratries sont pas soudées, et qu'il y a des enfants de fratries
qui se sentent très très seuls, en effet. Hein. Ouais, Donc, clairement. c'est pas... Et puis il faut qu'il y ait un malheur dans la famille pour qu'ils se retrouvent tous à un enterrement, ce qui est absolument horrible, mais ce qui arrive. Après, de t'as toute façon, des fratries où ils s'entendent bien aussi, hein, faut pas non Il y a plus... beaucoup non, de mais c'est un familles, exemple, ça, non, tu c'est te un retrouves exemple. au mariage ou au enterrement. Et c'est la Bon, en vérité, gros, hein. faut faire un enfant unique, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ah non, 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 moi moi, j'ai une fratrie où on est très soudés Ouais, et, je pense que ça dépend de... et on se soutient énormément. Moi, j'ai eu un et- frère, Margot, je la verrais pas toute seule. Quoi. voilà. Mais c'est ça aussi, hein, le schéma dans lequel on est. Hein. Moi, je suis Ouais, issue mais d'une je fratrie de pense, 3. tu vois, je m'entendrai pas avec mon frère. Je suis pas sûr. Toi, tu réagirais, Ouais, tu ouais. penserais peut-être différemment. Là, c'est parce qu'on s'entend bien. On a vécu plein de choses ensemble jeunes. Donc là, je me dis, Margot, toute seule. J'ai envie qu'elle puisse vivre ce oui, que voilà. moi j'ai vécu. Mais C'est comme ça. quoi, on fait comme on le sent, comme on peut et comme Ah bah, on le veut, quoi. Hein, franchement. Moi, j'ai une question pour toi, Sylvain, petite tempête, et on dirait un petit peu plus tsunami, tu l'as dit même toi-même, hein, Laurette. Ouais. Mais Non, pleine gueule. Hein, qu'est-ce que Pleine vous gueule, 3 pensez fois, on est bon. aujourd'hui Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui peut manquer à des futurs parents? Alors même si toi, Sylvain, t'étais bien préparé, bien armé, qu'est-ce que tu penses là après 10 mois d'exercice du rôle parental? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des futurs parents ou qu'est-ce qui peut-être à toi t'a manqué qui pourrait être pas mal pour des C'est une jeunes question très parents? difficile. Après, tu peux dire rien. Si un toi, accompagnement, rien t'a je sais manqué, pas, de voir un psy, j'en sais rien. Enfin, tu vois. Non, mais Plus échanger avec des gens, je des me suis professionnels. posé beaucoup de questions sur mon meilleur copain, son fils est né 15 jours avant Margot. Et je me suis posé beaucoup de questions dans ces 15 jours-là, en fait. Comment ça se passait, l'accouchement, etc. Je me suis peut-être pas assez renseigné ou pas assez posé la question autour de moi, mais c'est vraiment l'accouchement, moi, voilà, je me posais beaucoup de questions. Et j'aurais peut-être voulu un peu plus être accompagné ou savoir un peu comment ça se déroulait. Il y a des vidéos Ça. sur YouTube. Hein. Ouais, Il y a des c'est- trucs. Non, mais t'aurais voulu être accompagné par peut-être des professionnels de santé ou en tout cas des gens qui s'y connaissaient. Peut-être. C'est vraiment plus comment ça se passait, l'accouchement, puis les premiers jours, tu vois, comment tu fais avec le bébé à la maison, le biberon, comment tu fais, tu te lèves, vous alternez, c'est plus Au ces niveau choses-là, quoi. organisationnel. Puis au final, ça se fait naturellement. C'est ce que tu décris, c'est le partage d'expérience, en fait. Ouais, non, mais Et c'est ce que tout le monde dit, je vais encore le dire, mais c'est qu'une fois que tu as ton enfant, tu es tout seul. Oui, mais en fait, puis t'as beau, t'as des parents, ils ont beau te dire, mais pour eux, c'est vieux. C'est ça. Bah, c'est ça. Et c'est pas les mêmes façons, quoi. Et puis t'as pas la même Les façon de façons faire. de quoi. faire évoluer. Le début, les 15 premiers jours où t'es à l'hôpital, t'as les sages-femmes si jamais Mais après. il y a un souci, mais quand tu rentres chez toi, là t'es tout seul, et là faut faire, et puis il faut te débrouiller. Donc, puis t'as tous les bouquins que tu veux, toutes les vidéos YouTube que tu veux, quand ça marche pas. Bon, même si je peux pas, moi, ça va. Mais non, plus ça. Puis là, toi, tu dis 15 jours, mais pour une bonne moitié des parents, ça dure plusieurs mois. C'est-à-dire que peut-être qu'avec Adeline, vous avez vite trouvé vos marques, vous avez fait bonne équipe et tout, et Margot était assez facile. Mais pour certains parents, ça dure plus premier longtemps. mois et demi était difficile parce qu'elle dormait pas jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai fait sans sommeil. tous les bruits blancs qui existaient, je les ai passés. Puis ça marchait pas, mais puis tu t'énerves parce que quand tu dors pas jusqu'à 3-4 heures du matin. T'es un peu fatigué. Et tu bossais? Non, Heureusement. En fait, j'ai eu de la chance parce que je suis à mon compte et j'avais 3 semaines à Noël. Donc c'était pile au bon moment. Mais c'est vrai que quand tu dois bosser, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Quand ça dure plusieurs mois, c'est fou. Carrément. Et toi, Laurette, du coup? Moi, je pense que le premier truc qui m'a manqué, c'est d'avoir quelqu'un vraiment qui me dise factuellement, il faut que tu prennes soin de toi avant toute chose. Et ne pas qui se s'oublier, serait en fait. Ouais. assurer que j'ai bien entendu. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a clairement manqué sur les 6 premiers mois. Et moi, il a fallu un drame, en fait, pour que je prenne conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi. Donc ça. Et effectivement, bon, le partage d'expérience, je pense que c'est la clé. Quand entre parents, on se rend compte qu'on vit en fait des choses similaires et qu'on a les mêmes galères et qu'on a les mêmes questions. Ça fait déjà du bien. Voilà, c'est ce qui a nourri une grosse partie de mon projet pro. Mais vraiment, le gros message, moi, que j'ai envie de passer, en particulier aux mamans, mais aux papas aussi, c'est prenez soin de vous. En fait, c'est la meilleure réponse que vous pouvez avoir pour prendre soin de votre enfant, en fait. Enfin... C'est d'abord, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais être un peu égoïste. Ouais. Alors, gentiment. C'était pour le sommeil. Ouais, c'était pour le sommeil. Ouais, il faut être un peu égoïste pour être bien, ensuite aller bien avec son enfant, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Et le manque de sommeil, je crois que c'est le pire. Ça fait partie des choses qui a été utilisées en torture. Donc, c'est un des pires trucs en fait, c'est ne pas dormir, être explosé, ne pas se rendre compte qu'on est fatigué, de se dire ah, mais c'est bon, je tiens le coup, et en fait non. Au-delà du sommeil, qui est, je pense, un des trucs les plus durs à vivre quand on est jeune parent, mais c'est aussi cette pression qu'on se met de se dire faut que mon enfant il mange à heure fixe, faut qu'il dorme de telle à telle heure, que je mette en place tel rituel.
rituels, c'est tout ce qui va graviter aussi autour de tout ça et du coup se dire bah là non je peux pas aller prendre ma douche parce que bah là elle est pas très bien, je sais qu'elle va pas tarder à pleurer ou des choses comme ça, alors qu'en fait ces petits temps qui peuvent paraître dérisoires sur une journée mais en fait ils sont vitaux au bout d'un moment. Et donc voilà, c'est prendre soin de soi, faire des choses qui nous font du bien, lire un livre, écouter de la musique, et ça avant toute chose. Et après effectivement on est très seul quand on devient jeune parent. Et c'est ça la problématique, j'allais dire, parce que prendre soin de soi, c'est difficile quand on est seul. Et la maman en postpartum, elle n'est pas faite en fait pour être toute seule. Elle est faite pour être entourée d'autres hommes ou d'autres femmes, et c'est pour ça que le congé paternité est plus long. Et prendre soin de soi, il faut le rendre possible avec en sensibilisant quand même l'entourage, la famille, les amis, pour dire bah voilà, si vous venez voir les mamans, vous leur apportez à manger, vous prenez le bébé pour qu'elle aille prendre une douche et pas pour vous asseoir dans le canapé et prendre le thé, parce que la personne qui a le plus besoin qu'on prenne soin d'elle pour qu'elle puisse prendre soin de son bébé, c'est quand même la maman. Et dans les cultures chinoises et asiatiques, les mères, elles ne font rien pendant 6 semaines. Les pays occidentalisés ont oublié tout ça, mais c'est une période de grande vulnérabilité. Alors pour les hommes aussi. Après, je pense qu'il y a quand même un rôle du père qui est quand même assez important. Se partager les tâches, se lever la nuit ou aider au maximum de ce que tu peux faire. Après, bon, vu que là, souvent la femme en congé maternité, souvent l'homme continue à travailler, donc tout se repose sur ses épaules. Et là, c'est vrai que c'est très 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 dur, quoi. Donc moi, j'espère que j'ai pu accompagner au maximum de ce que j'ai pu, mais bon, on sauvera Adeline, on lui demandera. J'ai l'impression quand même dans ton après, discours, ça se je sent. pense que on n'est plus la même génération que les grands-parents, même nos parents, où tout reposait sur la femme. Je pense que l'homme prend une part de plus en plus importante. Moi, je vois mes copains, ils sont super impliqués dans l'éducation, dans les tâches à faire. Et ça, je trouve que c'est super important. Et pour comme tu disais, prendre du temps pour soi, il faut que les deux se répartissent les tâches à faire, s'occuper du gamin, parce que sinon on s'en sort pas. Et comme outil que vous avez pu utiliser pour vous aider du coup dans cette période qui était un peu compliquée, un peu vacillante, est-ce que vous avez des... Oui, il y a le Club Poussette qui a été créé au mois de mars sur l'initiative de Eve Simonet qui avait fait un documentaire, le postpartum. Ça se veut être un club vraiment dédié aux mamans postpartum avec des enfants de 0 à 3 ans, où on se regroupe en fait de avril à septembre, une fois par mois. C'est 100% gratuit pour les mamans. Elles peuvent venir avec ou sans leurs enfants pour favoriser un cadre sécurisant et où on peut discuter de tout. C'est interdit, le mot est fort, mais voilà, sans coparents, pour vraiment que les mamans se sentent libres par exemple d'allaiter, etc. Et de parler de leurs soucis de couple aussi, voilà, quand on traverse des difficultés. Donc voilà, et c'est un chouette outil. Il y a le club à Dijon qui existe, c'est une association nationale, le Club Poussette. Et aujourd'hui, il y a 6400 mamans inscrites sur l'association. C'est que pour les mamans? C'est que pour les mamans qui ont enfanté. En postpartum, du coup. Du coup, sur Dijon, on est à peu près 60. À se retrouver, ça permet d'avoir un beau soutien entre mamans et même en dehors des rencontres où il y a des bels élans de solidarité quand il y a des mamans qui ont des besoins. On a une maman qui nous a alerté, qui se sentait pas bien. On va soit lui donner des contacts parce qu'on a un psy qui est chouette ou parce qu'on connaît une sage-femme, etc. Donc ça, c'est un bel outil et ça permet effectivement... de sortir de la solitude, d'avoir une vie sociale. Au moins pour les mamans, même si pour le coup les papas, pour le coup, ou les coparents plus largement, sont pas concernés par cette association, qui est le souhait à la base, mais je le disais pour favoriser ce cadre sécuritaire. Mais en tout cas, ça existe, faut le savoir. On a la chance d'en avoir un à Dijon. Après, je pense que c'est intéressant d'avoir des outils mixtes et non mixtes, d'avoir des outils non mixtes parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de se retrouver qu'entre femmes, et il y a des thématiques qu'on va pas aborder quand il y a les hommes. Et puis c'est important d'avoir des outils mixtes pour justement, tu disais, les pères prennent une place différente de celle de nos pères, mais il y a encore quand même du chemin à faire par rapport à certaines choses, et puis d'entendre les mêmes choses, d'avoir les mêmes infos que les femmes, ça permet aussi de niveler les choses et puis de partir sur des bases un peu plus égalitaires. Donc tous ces outils-là sont hyper importants pour le bien-être des jeunes parents, et il faut que ça se développe. C'est un lieu ressource, et en plus là sur la demande des parents, j'ouvre des temps informels où tu peux venir gratuitement en fait
Et là, il n'y a pas d'histoire de maman only ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour se retrouver entre parents. Après, voilà, je suis pas dans Dijon même. Donc... Un grand merci à vous de vous être confié auprès de nos micros. Merci à vous pour l'accueil. Podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur parentspaparfaits.fr. Et si vous voulez participer à un de nos podcasts ou alors poser des questions, contact@parentspaparfaits.fr et sur les réseaux sociaux aussi. Merci. Tout est dit. Bye bye. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier, vous pouvez nous contacter par email à contact@parentspaparfaits.fr. À bientôt dans Parents pas parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes sur la parentalité.